Il a découvert que sa vraie mère était la servante qu'il méprisait. Mathieu se tenait sur la terrasse de la villa familiale, admirant le paysage de la savane dorée qui s'étendait devant lui. À 32 ans, cet homme d'affaires prospère était la fierté de sa famille. Fils unique du colonel Édouard Lemercier, ancien officier militaire devenu homme d'affaires influent, Mathieu avait grandi dans le luxe et les privilèges. Depuis son enfance, on lui avait inculqué qu'il était destiné à la grandeur. Ses études en France, ses diplômes prestigieux, son empire commercial en pleine expansion, tout semblait confirmer cette prédiction. Au sein de la maison, une femme travaillait depuis plus de 20 ans. Rose était la servante qui s'occupait de l'entretien des chambres, de la cuisine et de 1000 autres tâches ingrates. Mathieu ne lui adressait jamais la parole. Pour lui, elle était invisible, comme une ombre qui évoluait dans les couloirs. Parfois, lorsqu'elle n'accomplissait pas sa tâche avec la perfection attendue, il la rabrouait avec dédain. « Incompétente !» lui criait-il. « Comment peux-tu être si maladroite ?» Rose baissait toujours la tête, acceptant ses insultes sans répondre, avec une patience infinie qui agaçait Mathieu davantage. Son père, le colonel Édouard, parlait rarement des origines de Rose. Lorsque Mathieu posait des questions, le vieillard détournait la conversation. « Elle est venue nous aider quand tu étais enfant. C'est tout ce que tu dois savoir, » répondait-il laconiquement. Mathieu ne s'en préoccupait guère. Rose était simplement le personnel, une partie du mobilier humain de la propriété. Ce qu'il ignorait, c'était que dans quelques semaines, sa vie entière basculerait. Mathieu avait récemment réussi un coup d'éclat dans ses affaires. Après des années de négociations acharnées, il avait remporté un contrat colossal avec une chaîne de distributeurs régionaux. C'était le projet qui devait lui permettre d'étendre son empire commercial à tout le continent. À 40 ans, il serait l'un des hommes les plus puissants de sa région. Le colonel Édouard, maintenant très âgé et affaibli par la maladie, semblait fier de son fils, même s'il ne l'exprimait que rarement. Un matin, le colonel subit un accident vasculaire cérébral. Transporté à l'hôpital dans un état critique, il ne put revenir à la maison que 3 semaines plus tard, diminué et dépendant. Son médecin déclara qu'il lui restait probablement quelques mois à vivre. Mathieu, bien qu'ému, restait pragmatique. Il confiait la plupart des soins à Rose, qui désormais dormait dans une chambre près de celle du colonel pour répondre à ses appels nocturnes. Une nuit, alors que Mathieu passait voir son père, il entendit une conversation entre le colonel et Rose. À travers la porte close, il distingua des paroles échangées à voix basse. Le colonel disait « Il faut qu'il sache avant que je m'en aille. Il faut qu'il comprenne. » C'est à cet instant précis que Mathieu sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son intuition lui murmura que quelque chose d'important se préparait, quelque chose qui ébranlait les certitudes qu'il avait construites sa vie entière. Il décida d'attendre, mais son esprit agité était déjà en proie au doute. Et si le monde qu'il connaissait n'était qu'une illusion soigneusement entretenue? Le lendemain matin, Mathieu trouva une lettre sur son bureau. L'écriture tremblotante de son père était reconnaissable. Il l'ouvrit avec un pressentiment funeste. La lettre, écrite sur plusieurs pages, commençait ainsi. « Mon fils, je dois enfin te dire la vérité sur tes origines. Cette vérité, j'aurais dû te la révéler depuis longtemps, mais j'ai été un lâche, un homme orgueilleux qui craignait de perdre ton respect. » Mathieu sentit ses mains devenir moites. Il continuait de lire. La lettre expliquait que sa mère biologique n'était pas celle qu'il avait crue. Celle-ci, Laurence, était morte peu après sa naissance. C'était une femme d'une grande beauté, une Française que le colonel avait rencontrée lors de ses années militaires. Cependant, Laurence avait des problèmes cardiaques graves. Les médecins lui avaient conseillé de ne pas avoir d'enfant, mais elle avait insisté. Elle avait eu Mathieu, mais son corps n'avait pas supporté. Après sa mort, le colonel n'avait pas voulu que son fils grandisse sans une mère. Or, aucune autre femme de la famille n'avait accepté de s'occuper de lui. C'est alors que Rose était arrivée. À l'époque, elle n'était qu'une jeune femme de 20 ans, dans le besoin, et qui venait tout juste d'immigrer à la recherche de travail. Le colonel lui avait proposé un marché. En échange de son dévouement auprès de l'enfant, il lui fournirait un emploi et une maison. Rose avait accepté, et l'avait aimé comme si elle l'avait porté dans son ventre. Mathieu pensa s'effondrer. Rose, la servante méprisée, était celle qu'il avait élevée, qu'il avait bercée, soignée, nourrie. Il relut la lettre en tremblant.
Elle continuait. J'ai voulu te protéger en te cachant cette vérité. Je pensais que tu accepterais mieux une mère naturelle qu'une mère adoptive. J'ai demandé à Rose de ne jamais te le dire, de rester à sa place. C'était une grande injustice envers elle. Je te demande pardon, mon fils. Rose a sacrifié sa vie pour toi. Mathieu repensa à tous ces moments où il l'avait traité comme moins que rien. Il revoyait son expression blessée chaque fois qu'il lui parlait avec mépris. Son cœur se serrait à mesure qu'il comprenait l'ampleur de son aveuglement. Il descendit précipitamment du premier étage, cherchant Rose dans toute la maison. Il la trouva à la cuisine, préparant le repas du colonel. En la voyant, il ne sut quoi dire. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Rose, voyant son expression changer, pâlit. « Vous vous sentez bien, monsieur » demanda-t-elle timidement. C'est en l'entendant l'appeler monsieur une fois de plus que Mathieu comprit toute la profondeur de ce mensonge qu'on lui avait imposé. « Rose, il faut que tu me parles, dit Mathieu, sa voix tremblant légèrement. Père a écrit une lettre. Je sais tout. » Rose posa son couteau sur la planche à découper, ses mains se mirent à trembler. Elle s'assit lentement, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. « Je savais que ce jour viendrait, murmura-t-elle après un long silence. Ton père a trop attendu. » Rose commença alors à raconter son histoire. Elle décrivit les premiers jours où elle avait tenu le petit Mathieu dans ses bras, cet enfant dont elle savait qu'elle ne pourrait jamais revendiquer la maternité. Elle parla des nuits blanches passées à le soigner quand il était malade, des premières marches qu'elle avait vues faire en cachette de son père, des devoirs qu'elle l'avait aidé à faire alors qu'elle ne savait à peine lire et écrire. Elle raconta comment elle avait dû rester à distance, acceptant tous les méprises et les humiliations, sachant qu'un seul mot pourrait détruire la vie tranquille qu'elle lui avait construite. « Ton père pensait bien faire, » expliqua Rose. « Il croyait que tu me méprisais moins en tant que servante qu'en tant que mère adoptive. Il avait peur que tu ne te sentes moins légitime, moins digne. » Mathieu pleura pour la première fois depuis des années. Il pleurait sur sa naïveté, sur tous les moments perdus, sur cette femme qui avait donné sa vie sans rien attendre en retour. « Pardonne-moi, murmura-t-il la voix cassée, pardonne-moi, je ne savais pas, je n'aurais jamais... » Rose prit sa main dans les siennes. « Je sais, mon enfant, et j'ai toujours su que tu n'étais pas responsable. Ton père portait ce secret depuis 32 ans. » Les jours suivants, Mathieu changea radicalement. Il déménagea Rose de sa petite chambre à l'arrière de la maison dans l'une des plus belles suites de la villa. Il insista pour que le personnel l'appelle par son prénom et la traite avec le respect dû à la maîtresse de maison, pas à une servante. Cette transformation stupéfia le personnel et surtout Rose, qui continua longtemps à refuser ce traitement qu'elle trouvait indigne. Mathieu entreprit d'apprendre tout ce qu'il ignorait de sa mère adoptive. Il découvrit qu'elle avait autrefois rêvé de devenir couturière avant que la vie ne l'en ait empêché. Il l'inscrivit à des cours. Il découvrit qu'elle aimait la littérature même si elle n'y avait jamais eu accès. Il lui fit une bibliothèque bien garnie. Pour la première fois de son existence, Mathieu commença à vraiment voir Rose, non pas comme une servante invisible, mais comme une personne à part entière. Le colonel Édouard déclina rapidement après sa maladie. Malgré les soins constants que lui prodiguait Rose, son corps s'affaiblissait de jour en jour. Mathieu passa chaque moment disponible à son chevet, abandonnant progressivement ses préoccupations commerciales pour ce qui lui restait de temps. Une après-midi, le colonel demanda à voir Mathieu, seul. Rose sortit de la chambre, laissant le père et le fils ensemble. Le colonel prit la main de son fils, sa peau devenue translucide et fragile comme du papier de riz. « Tu as trouvé la paix » demanda le vieil homme. Mathieu hocha la tête. « Oui, père. J'ai compris enfin ce que Rose signifiait pour moi. Pourquoi n'as-tu pas me le dire plus tôt ?» Le colonel soupira profondément. L'orgueil, mon fils, et la peur. J'ai construit un mensonge pour te protéger, ou peut-être pour me protéger moi-même. Mais j'ai volé à Rose ses droits légitimes. Même maintenant, je ne peux pas réparer totalement cette injustice. Il fit une pause, cherchant ses mots. Rose a refusé que je lui donne légalement les droits de mère. Elle voulait rester à sa place pour ne pas te compliquer la vie. Mais j'ai préparé un testament. Après ma mort,
Tu feras modifier les documents. Elle sera reconnue officiellement comme ton parent de confiance. Et tu lui donnes une part de mes biens. C'est peu, mais c'est mieux que rien. Mathieu acquiesça, le cœur lourd. Je vais prendre soin d'elle, père. De mieux en mieux, chaque jour. Le colonel ferma les yeux, rassuré. Je le sais, mon fils. C'est pourquoi je peux maintenant partir en paix. 2 jours plus tard, le colonel Édouard s'endormit et ne se réveilla jamais. Rose fut celle qui remarqua la différence dans sa respiration et qui appela le médecin. Elle pleura dans la cuisine cette nuit-là, mais cette fois Mathieu était assis à côté d'elle, la réconfortant. Les 3 mois suivants furent consacrés à régler les affaires du colonel. L'avocat de la famille découvrit un testament très clair. Le colonel avait désigné Mathieu comme héritier principal de sa fortune, mais il avait également prévu des dispositions étendues en faveur de Rose. La plus surprenante était une lettre officielle reconnaissant son rôle crucial dans l'éducation de Mathieu et la gestion de la propriété pendant des années. Mathieu entreprit immédiatement de faire modifier les documents légaux. Il reconnut Rose officiellement comme sa mère adoptive, bien qu'à son âge avancé, la procédure soit quelque peu complexe. Mais grâce à ses connexions et à sa détermination, il vint à bout de tous les obstacles bureaucratiques en quelques semaines. Il invita Rose à la lecture du testament chez l'avocat. Quand celle-ci apprit que le colonel lui avait légué une maison modeste à la périphérie de la capitale, ainsi qu'une pension conséquente pour le reste de sa vie, elle s'effondra en larmes. « Je ne mérite pas cela », sanglota-t-elle. Mathieu prit ses mains. « Tu mérites bien plus que cela. Et maintenant, on va le montrer au monde. » Le grand changement intervint dans le comportement de Mathieu envers ses affaires. Lui, qui avait été obsédé par la croissance économique et l'accumulation de richesses, commença à réordonner ses priorités. Il réduisit ses heures de travail, se concentrant sur les projets qui avaient du sens. Il utilisait une partie de sa fortune pour créer une fondation d'aide aux jeunes femmes immigrées, cherchant du travail, les aidant à trouver des emplois dignes et à suivre des formations. Rose fut la première présidente d'honneur de cette fondation. Elle parcourut la région, rencontrant d'autres femmes comme elle, celles qui avaient sacrifié leur existence pour les enfants des autres. Son histoire, que Mathieu finit par raconter publiquement, inspira des centaines de personnes. « Ma mère a donné sa vie sans reconnaissance », déclarait-il dans les discours publics. « C'est une injustice que nous devons corriger dans notre société. » La première apparition officielle de Rose aux côtés de Mathieu, en tant que sa mère, provoquait une onde de choc dans le monde des affaires de la région. Les journalistes la questionnèrent, les photographes prirent ses images, les commentateurs débattirent de cette histoire extraordinaire. Certains demandaient comment un homme aussi intelligent que Mathieu avait pu ne pas reconnaître la vérité pendant si longtemps. D'autres critiquaient le colonel pour ce secret gardé si longtemps. Mais Mathieu ne répondait qu'en souriant avec douceur. « Ma mère a gardé ce secret par amour. C'est ce qui rend sa sacrifice encore plus remarquable. » À chaque événement où il était invité, il incluait Rose à ses côtés. Elle s'habillait des plus belles robes que Mathieu lui achetait, elle se tenait droite, le regard enfin plein de fierté. Rose apprit enfin à lire et à écrire correctement grâce aux cours privés que Mathieu organisait. Elle voyagea pour la première fois hors de la région, visitant les pays voisins, découvrant des cultures qu'elle avait toujours souhaité connaître. Elle fit la connaissance d'autres femmes de son âge qui avaient connu des destinées similaires, et ensemble, elles formèrent un groupe de support mutuel. Mathieu organisa un grand événement au centre-ville pour célébrer le lancement officiel de sa fondation. Sur la scène principale, devant plusieurs milliers de personnes, il remercia publiquement Rose. Il lui remit un certificat la reconnaissant comme sa mère et comme cofondatrice de l'organisation. « Sans elle, sans son amour inconditionnel et ses sacrifices constants, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui », déclara Mathieu. Rose, tremblante, s'avança pour serrer son fils dans ses bras. La foule se leva et applaudit pendant plusieurs minutes. C'était un moment où tout le monde, y compris les plus critiques, comprit que cette histoire n'était pas un scandale, mais une belle leçon d'humanité. Les médias télévisés retransmettaient la scène en direct et elle se propagea sur tous les réseaux sociaux régionaux. 5 ans après la découverte de la vérité, la vie de Mathieu et de Rose s'était complètement transformée. La Fondation avait aidé plus de 3000 femmes à trouver des emplois décents et à améliorer leur qualité de vie. Des écoles portant le nom de Rose avaient été ouvertes dans 3 villes différentes, offrant une éducation gratuite aux enfants de familles défavorisées.
Mathieu, reconnu comme un homme d'affaires progressiste et humanitaire, avait reçu plusieurs prix internationaux pour son engagement social. Mais ce qui le rendait vraiment heureux, c'était de voir Rose épanouie. Elle avait 40 ans de plus que lui, mais elle semblait rajeunie à chaque jour. Elle donnait des conférences dans des universités, parlant de son expérience, montrant comment l'amour et la reconnaissance pouvaient transformer une vie. Rose avait commencé à écrire son autobiographie avec l'aide d'un écrivain professionnel. Ses mémoires promettaient de devenir un best-seller régional. Elle y racontait son arrivée dans la région, sa rencontre avec le colonel, les années passées en tant que figure invisible dans le foyer Les Merciers, et finalement, cette belle réconciliation avec Mathieu. L'ancien complexe d'infériorité que Mathieu portait avait également disparu. Il avait compris que sa valeur ne venait pas de sa lignée illustre ou de son statut social, mais de ses actions et de son éthique. Sa compagnie commerciale prospérait toujours, mais elle servait désormais un but plus grand, générer des profits, non pas pour l'accumulation personnelle, mais pour financer des initiatives sociales. Mathieu avait trouvé aussi l'amour. Il avait rencontré une femme médecin lors d'une conférence et il s'était marié 4 ans plus tard. Rose avait été la première invitée à cet événement, placée à la meilleure table, fêtée et honorée. Mathieu l'avait même invité à le conduire à l'hôtel, en substitution du père qu'il avait perdu. C'est Rose qui l'avait aidé à ajuster sa cravate avant d'entrer dans la salle de cérémonie. 10 ans avaient passé depuis ce jour crucial où Mathieu avait lu la lettre de son père. Rose avait maintenant 77 ans, toujours vivante et active, bien que plus calme. Elle passait la plupart de son temps à la maison qu'elle partageait avec Mathieu, sa femme et ses 2 petits-enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 3 ans. Les enfants de Mathieu adoraient écouter leurs histoires. Rose leur racontait des contes, tandis que Mathieu leur enseignait l'importance du respect, de l'humilité et de la reconnaissance. « Votre grand-mère était mon héroïne », disait-il souvent aux enfants. « Elle a aimé sans être aimée en retour et elle a attendu jusqu'à ce que la justice finisse par prévaloir. » L'autobiographie de Rose avait été publiée et avait remporté un prix littéraire prestigieux. Des milliers de personnes l'avaient lue, trouvant inspiration dans son récit. Elle avait transformé la vie de nombreuses personnes, montrant que même dans les circonstances les plus injustes, on peut trouver la dignité et finalement la reconnaissance. La Fondation avait grandi au-delà des attentes initiales de Mathieu. Elle opérait désormais dans 15 régions, employant plus de 200 personnes. Des gouvernements régionaux avaient commencé à s'inspirer de ces modèles pour créer leur propre programme d'aide sociale. Mathieu avait été invité à donner des discours lors de conférences internationales, partageant la vision que sa mère adoptive lui avait inspirée. En cette belle journée, Rose s'assit dans le jardin de la villa, regardant ses petits-enfants jouer. Mathieu vint s'asseoir à côté d'elle. « Tu es heureux ?» demanda-t-elle, prenant sa main. Mathieu sourit. « Oui, maman, vraiment heureux. Et toi ?» Rose regarda le ciel et répondit doucement. « Plus que je ne l'aurais jamais rêvé. Quand j'étais jeune, j'aurais pensé que ma vie serait vide et sans sens. Mais regardez ce que nous avons créé ensemble. Tout ce qui s'est passé, tout le chagrin et l'injustice, cela a fini par mener à quelque chose de beau. » Mathieu pensa à ce long voyage, de l'orgueil et du mépris à l'humilité et à l'amour, de l'invisibilité à la reconnaissance, de la servitude à la dignité. La vérité avait d'abord choqué et blessé, mais elle avait aussi libéré. Elle avait transformé un homme superficiel en un être profond, conscient de ce qui compte vraiment dans la vie. Alors que le soleil se couchait sur la savane, peignant le ciel d'or et de rose, Rose et Mathieu regardaient ensemble les enfants rire et jouer. C'était l'héritage véritable qu'ils laissaient au monde, non pas la richesse ou le pouvoir, mais l'amour, la compassion et la compréhension que chaque vie humaine a une valeur inestimable. Cette histoire explore les thèmes de l'identité, de la dignité humaine, du respect et de la rédemption. Elle invite le lecteur à réfléchir sur comment nous traitons ceux qui sont invisibles dans notre société. La transformation de Mathieu d'un homme arrogant et méprisant en une personne véritablement humanitaire montre qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître nos erreurs et faire le bien. Pour ceux souhaitant poursuivre cette histoire, on pourrait imaginer les générations futures continuant l'œuvre de la Fondation, d'autres familles découvrant des secrets similaires et trouvant leur propre réconciliation, ou l'impact international croissant du message d'amour et de dignité porté par Mathieu et Rose dans d'autres régions du monde.